Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition d'un apéro avec Motomag. On va aujourd'hui répondre à une question: quoi de plus stylé qu'un Vespa pour se balader le nez au vent et profiter de l'architecture et des charmes d'une belle ville telle que Paris? Parce que oui, figurez-vous qu'aujourd'hui on est le 23 avril et Vespa a 75 ans. Moi, il y a un truc qui me fascine sur Vespa, c'est qu'en 1980, il y a 4 Vespa qui ont pris, accrochez-vous bien, le départ du Paris-Dakar. On doit l'initiative à Jean-François Piot, qui avant bossait chez Honda à la com et à la compétition. Il passe chez Vespa et il se dit on va faire un gros coup, on embarque 4 motos qui vont aller à Dakar. Donc il engage 4 Vespa plus 5 Land Rover d'assistance, une voiture par moto, enfin par scooter, et puis un autre pour les pièces détachées. Il confie le volant à des vedettes. Il y en a un qui est conduit par Henri Pescarolo, qui avait déjà une grosse carrière à l'époque. Et puis après ils partent, et puis c'est la galère absolue. Imaginez conduire des Vespa avec les suspensions, les petits trous, etc. dans la caillasse, dans le sable, dans la boue, dans les pistes improbables. Et donc ils ont de gigantesques problèmes de crevaison dès le début. Ils cassent à peu près tout ce qu'on peut casser sur un Vespa. Il y a même des tabliers, des cadres qui se fondent en deux qu'il faudra ressouder. Et puis c'est les galériens, les pilotes. En fait, en vrai, ils arrivent globalement au milieu de la nuit, quand c'est pas juste avant le départ de l'étape d'après. Ils sont exténués, ils en peuvent plus. La légende dit que sur une ou deux étapes, ils ont fini dans le Land Rover, avec un peu la bienveillance de Thierry Sabine, parce qu'il trouvait ça cool que des Vespa arrivent à Dakar. Et figurez-vous qu'effectivement 2 Vespa arrivent à Dakar. En tout cas, moi ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que le Vespa a été dessiné pour être sexy et urbain, et on en a tous vu au fond du Rwanda, de la Colombie, du Népal ou autre, avec des routards, avec le truc mais chargé comme un mulet. Et les mecs roulaient parce que voilà, c'était improbable, en fait ça passait partout. Et moi c'est ça qui me plaît aussi chez Vespa. Vespa vient du groupe Piaggio. C'est un énorme groupe industriel créé en 1884 et ils font des choses gigantesques. Ils font des bateaux de luxe, ils font des wagons de chemin de fer, ils font des moteurs d'avion, ils font même des hélicoptères. Seulement voilà, en 1945, après la guerre, l'Italie n'a plus le droit de construire ni avions, ni hélicoptères, ni matériel militaire. Et ça tombe bien puisque en même temps, dans toute l'Europe de l'après-guerre, il faut à la fois reconstruire et motoriser toutes les classes populaires. Piaggio doit donc se diversifier et va confier cette mission à un ingénieur aéronautique, Corradino d'Ascagno. Et ça tombe bien parce qu'en fait, il déteste les motos, il a absolument horreur de ça. Et donc un jour, le patron le convoque dans le bureau, lui dit « Hey Cora, tu vas faire une moto ». Et l'autre fait « Waouh, c'est pas mon truc ». Et du coup, comme il considère que les motos sont sales, dangereuses et bruyantes, il va faire un truc d'une géniale simplicité qui est à l'opposé de ce qu'il déteste. Donc en fait, il va cacher toute la partie mécanique dans la carrosserie du Vespa, ce qui fait qu'il n'y a pas de saleté, on n'a pas les mains sales. Il déteste le changement de vitesse au pied. Sur le Vespa, ça change à la main. Il met un plancher plat, on peut le conduire, tout le monde peut le conduire, on peut le conduire avec une jupe, des talons, n'importe quoi. C'est accessible au plus grand nombre. Il y a même une roue de secours, ce qui fait qu'en fait tous les inconvénients à ses yeux d'une moto sont effacés dans la Vespa. Il faut reconnaître un truc, c'est d'une simplicité et d'un génie absolu. Alors on va couper court tout de suite à une légende urbaine. Non, elle n'a pas été conçue avec des pneus d'avion recyclés. Les pneus d'avion, c'est beaucoup plus sophistiqué qu'un pneu de 2 roues. C'est pas les mêmes carcasses, c'est pas les mêmes pressions. Néanmoins, le train avant, avec la croche, je dirais un petit peu transversale de la roue avant, ça c'est carrément de la technologie aéronautique. On pense que c'est copié sur les trains d'atterrissage des avions. Alors ça démarre doucement, ils en font 2000 la première année. Et puis pareil, autre légende urbaine ou pas, en fait la Vespa devient carrément à la mode. On la voit dans des films, on la voit dans Vacances romaines avec Gregory Peck et Audrey Hepburn. On la voit chevauchée par des stars hollywoodiennes comme John Wayne, Marlon Brando, James Dean. On imagine qu'à l'époque ça favorise, je dirais, son côté glamour populaire. Et la Vespa est dans une énorme phase de croissance puisqu'en 1956, elle a déjà franchi le 1 million d'unités construites. Alors encore une fois, on n'est pas là pour faire toute l'histoire de Vespa, toutes les différences techno, tous les modèles, etc. Quelques chiffres intéressants à connaître, quelques dates. En 1957, il se diversifie là encore une fois avec la Vespa 400, qui est une petite voiture un peu dans la mouvance des microcars que je trouve absolument mignonne. La Vespa est vraiment à la mode dans les années 60 et 70. Il y a un petit déclin des volumes entre 80 et 90, mais Vespa ira chercher de la croissance à l'exportation, notamment en étant sur les marchés
marché indien, vietnamien, etc. Quelques chiffres encore à retenir, il passe les 10 millions d'exemplaires en 1988 et là aujourd'hui en production globale on a dépassé les 18 millions d'exemplaires. Alors comme je vous disais dans l'introduction, il n'y a pas plus glamour qu'une Vespa pour rouler dans une belle ville comme Paris, Rome ou bien d'autres, mais il n'y a pas aussi plus loufoque. La Vespa a eu des configurations absolument incroyables. Moi il y en a 3 dont j'aimerais vous parler, c'est celle de 1950 qui a battu des records à Montlhéry, qui a fait 1000 km à 124,3 km/h de moyenne, la fuselée un peu comme une espèce de prototype de course. J'adore cette moto. L'année d'après, ils font encore mieux, ils font ce qu'ils appellent la torpille et ils arrivent à atteindre 171 km/h sur une autoroute près de Rome. Et puis il y a celle qui est absolument hallucinante, c'est l'espèce de canon de char là, de la Vespa de 1956 qui était mandatée par l'armée française avec un canon de 75 et il y en a eu 600 de construites. J'aimerais bien voir des Vespa comme ça sur des champs de bataille. Voilà, avant d'aller rencontrer un autre spécialiste de l'histoire de la Vespa, je vais refaire un petit tour avec parce qu'une Vespa dans Paris, ben, c'est l'engin idéal pour se balader. Voilà. Je vais vous avouer un truc, pendant très longtemps, Vespa c'était même pas dans mes radars. En fait, quand t'es motard et que t'es dans les Ardennes, il n'y a pas de bobo là-bas, il n'y a rien à livrer parce qu'il y a des patates pour nourrir et puis la pluie elle toute seule. Et en fait, je savais à peine que ça existait, il n'y a pas de Vespa là-bas. Et donc pendant très longtemps, bon, je voyais bien les PX, je trouvais que ça faisait un bruit rigolo, mais ça s'est arrêté là. Un jour, pour le boulot, bah voilà, j'en ai essayé. Récemment, j'ai essayé la dernière évolution du GTS 300, qui est un peu le même que j'ai là, mais en 300, donc en plus puissant. Et je vous avoue un truc que j'ai adoré. Et c'est vrai que se balader en ville, au soleil, avec un Vespa, il y a un charme, il y a quelque chose de plus que sur les autres scooters. Et je pense que c'était une bonne raison de lui consacrer un apéro. Mais avant de vous faire un bisou sur le casque, je vais rejoindre un autre spécialiste de la rédac qui lui connaît bien les Vespa parce qu'il en a eu plein et je le rejoins, tiens, il est sur une moto italienne. Joli. Ça va la famille? Ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, t'es jaloux Maverick, c'est un affichage tête haute. Putain et tout. L'autre il se croit dans un Falcon 2000 ou dans un Rafale. Ouais. C'est efficace au moins? Non. D'accord, bon en plus. Ce que je trouve intéressant sur Vespa, tu sais, souvent les motards disent ouais les scooters c'est pas terrible. Moi je trouve que quand t'es motard, t'as une vraie culture moto. Exact. En fait Vespa c'est une marque hyper importante, il s'est passé plein de choses. Moi j'ai parlé dans mon introduction des Dakar, des records, de la vitesse, etc. Toi t'as eu plein de Vespa, t'en as préparé, t'en as qui ont fait de la compétition. C'est vrai. Raconte-nous un peu, c'est quoi Vespa pour toi? Bah écoute, moi la Vespa d'abord, je suis arrivé à la Vespa par le cinéma, figure-toi. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître, je sais pas si tu te rappelles en 79... J'étais pas né. 1900... Pardon. En fait, est sorti en 1980, au printemps 80 en France, un film qui s'appelait Quadrophenia. Oui. C'était un film d'un illustrissime inconnu réalisateur qui s'appelait Frank Rodham. Et c'était en fait un film qui qui racontait l'histoire qu'il y a eu en Angleterre au début des années 60 entre les mods et les rockers. Les mods roulaient en Vespa parce que c'était des véhicules propres et les mods c'était des gens qui principalement aimaient être bien habillés et les rockers qui roulaient en Norton, en Triumph et tout. Et ce film a eu comme centre d'intérêt cette fameuse bagarre à Brighton en 1964 entre les mods et les rockers. Donc c'est comme ça que j'ai vu mes premiers Vespa, j'ai dit putain c'est rock'n'roll, ils avaient plein de rétro et tout. Donc ça c'était au début des années 80. Donc moi dans les années 80 j'ai commencé à m'intéresser aux Vespa. Il y a eu un mouvement mods qui est sorti suite à ce film. Je me rappelle même à Paris il y avait un espèce de club machin, ça s'appelait les Vulcains. Il traînait, tu vois, et tout, et j'ai commencé à me dire, putain, c'est sympa, alors que je roulais à moto, tu vois. Donc voilà, donc je me suis intéressé au Vespa, évidemment, j'ai tout de suite regardé. Mon fantasme, c'était le Rallye 180. C'était un Vespa sportif qui était sorti en 68, mais déjà à l'époque, c'était très rare. Donc après, je me suis dit, bon, un Rallye 180, après il y a le Rallye 200 aussi. Le Rallye 200, lui, il est sorti en 76, je crois. Donc ils avaient des bandes racing, et j'en parle parce que, tu vois, ça, c'est un peu un esprit de... Ah bah c'est le Racing Series, donc c'est oui, voilà. En hommage. Donc c'était les rallyes, bon c'était introuvable à l'époque, donc je me suis rabattu sur ce qu'il y avait le plus, c'était le PX. Enfin le P125X au début. Donc voilà, donc j'ai commencé à traîner. J'ai acheté un premier, c'était un PX 200 qui consommait autant qu'un V8 Chevrolet. Je crois que je faisais plus de 10 litres avec, tu vois. Ouais, c'était incroyable, incroyable. Une consommation de malade. C'était un gros mono de temps. Bah, pas tellement parce qu'il tirait long par rapport au 125. Donc je me faisais gratter par les 125 et je consommais 2 fois plus. Donc comme je suis pas un mec con, je l'ai vite revendu et j'ai commencé à acheter des PX 125. Et puis là évidemment le démon, j'ai commencé à me rencarder, les spécialistes et tout. Il y avait des kits moteurs qui étaient Andrea Pinasco. Donc j'ai commencé à monter des kits Pinasco sur mes PX. Le pot d'échappement à la mode à l'époque, il s'appelait le RZ Mark I. Et donc on avait les PX 125 qui roulaient super fort. Et en fait en ville à Paris, j'habitais Paris, je roulais pas en moto, je roulais qu'avec mes PX. Donc c'est une passion, j'en ai eu au moins 4 ou 5. D'ailleurs les derniers, je venais encore à Motomag avec, il était blanc.
Je ne sais pas si Fred le cadreur se rappelle, je l'avais acheté à notre ancien SR. Ah ouais. Tu te rappelles? Et pareil, j'avais préparé et tout. Donc voilà, puis après, ben, le PX, les normes, le machin, c'est vrai que ça tient pas la route. Ça roule comme ça parce que tu as le moteur, la boîte et l'arbre décalé. Route 10 pouces, même l'évolution avec le frein à disque et tout, donc ça commençait un peu à craindre. Quand tu commences à faire du périurbain, c'était limité. Donc j'ai arrêté mon dernier PX, je l'ai eu il y a encore 5-6 ans. Voilà, donc ça c'est mon histoire. Et si je devais retenir vraiment, pour moi, Vespa, aujourd'hui, je te dis, j'aimerais bien un Rallye 200. Ou alors un T5. Un T5, c'était un PX T5 pour 5 transferts. Il y avait carrément une jupe aérodynamique sous le bas-volet et tout. Il avait un look racing, il avait une tête de fourche. Et ça, c'est pareil. Donc si dans les lecteurs, vous avez soit un Rallye 200, soit un Rallye 180, soit un T5, faites-moi signe parce que je serai prêt à replonger Vespa. Voilà. Ouais, merci pour ce morceau d'histoire, frérot. Dites-nous dans les commentaires quelle est votre Vespa préférée, si la marque Vespa vous parle en tant que scooteriste ou en tant que motard. Ouais. On se retrouve très bientôt, il y a plein d'essais sympas qui vont réapparaître sur la chaîne, ça va rouler sur des machines assez fantastiques. Ouais. Bisous sur le casque et puis à une prochaine sur Motomag. Ciao. Ciao.